Il y a une image du jour et on vous propose de la découvrir immédiatement. Le président Zelensky est en visite sur le front du côté de Kharkiv où il vient saluer ses hommes et les forces spéciales notamment. On va même découvrir ce qu'il leur a dit. On a quelques mots d'échange, je crois, ou en tout cas, on sait précisément ce qui a été dit par le président ukrainien. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de féliciter nos combattants des forces spéciales et de leur remettre des décorations officielles. Je suis reconnaissant de leur bravoure et de leurs opérations héroïque derrière les lignes ennemies. C'est un mot d'encouragement dans un contexte où on sait, la Russie, peu à peu, mètre par mètre, dévore du terrain sur le front qui s'étend sur une longueur d'à peu près 1200 km. Et vous allez le découvrir, en plus de ses bataillons d'infanterie, en plus de son artillerie, en plus de ses drones, de son aviation, eh bien, l'armée russe emploie désormais un éventail très large sur le plan tactique. Et c'est avec vous, Amal Laoui, qu'on va découvrir de quoi il s'agit. Oui, les Russes continuent de gagner du terrain, vous l'avez dit, et pour cela, ils adaptent leur stratégie. Pour avancer, les troupes russes expérimentent de nouvelles techniques, parmi elles l'usage de motos sur le front qui se généralise. Alors ce n'est pas réellement une nouveauté parce que des motos, des motocross et même des scooters ont déjà été utilisés par les séparatistes du Donbass à partir de 2014. Mais depuis quelques mois, c'est surtout l'armée russe régulière qui utilise de plus en plus les motos. Pourquoi ? Pour être plus rapide et donc pour pouvoir échapper plus facilement aux drones ukrainiens. Ces véhicules légers permettent d'accélérer la manœuvre terrestre. Ces engins servent également à livrer des munitions, des équipements, de la nourriture, mais aussi parfois à transférer des militaires. Et ces motos, elles ont aussi une autre fonction. Elles permettent de faire face à la pénurie de véhicules blindés. Alors on l'a bien compris, elles ne vont pas les remplacer, mais elles sont utiles pour franchir les derniers kilomètres. Elles permettent de mener des assauts éclairs, même si, il faut quand même le préciser, les experts militaires sont plutôt divisés quant à l'efficacité de ces assauts à moto. Bon, il y a les motos sur le terrain et puis il y a la chasse également russe qui, elle, balance ses bombes planantes, si vous me permettez l'expression. Elles font beaucoup de dégâts. Oui, ces bombes russes planantes, les FAB, font des ravages. Ce sont des engins de l'ère soviétique qui peuvent faire jusqu'à plusieurs tonnes, comme les FAB 3000 par exemple. Ces bombes sont larguées, vous les voyez, par avion et sont équipées d'ailettes, ce qui leur permet d'étendre leur rayon d'action et leur précision. Elles sont quasiment impossibles à intercepter. Leur puissance permet de raser en un seul coup une position défensive, une arme d'assaut plus stratégique, d'autant plus stratégique pour les Russes, car elle est bon marché, beaucoup moins coûteuse qu'un missile. La productivité a même augmenté de 40% grâce au passage à une production 24 heures sur 24 et même 7 jours sur 7. Pour progresser, les Russes s'appuient aussi sur le renseignement. Selon une enquête du Figaro, les Russes jouent aussi sur le moral des troupes ukrainiennes pour viser leurs cibles. Pour cela, ils collectent des informations sur les unités ukrainiennes les moins formées ou les moins motivées. Et pour détecter ces positions ukrainiennes, l'armée russe utilise des drones de reconnaissance. Certains sont équipés de caméras. Puis l'armée russe réplique par des bombardements intensifs. Alors cette avancée, elle est aussi due à un déséquilibre des forces. Dans une interview au Guardian hier, le général Syrski expliquait que les rapports de force en ce qui concerne le matériel est de 1 à 2 ou de 1 à 3 en faveur de la Russie. Merci Amal Laoui pour tous ces éclairages. Je vous propose qu'on revoie ce dont vous nous parliez juste à l'instant, ces images d'unités à moto, parce que là il y a quelque chose de tactiquement très très intéressant à décrypter. On va avec vous, si vous le voulez bien, colonel Goya, un peu décrypter un peu ce qui se joue. En quoi ça peut être performant d'utiliser comme ça des unités à moto avec ces hommes qui débarquent, des kalachnikovs qui vont faire le coup de feu et qui lancent des grenades. Écoutez, c'est une parade, c'est une adaptation. La plupart des adaptations, des innovations d'ailleurs de cette guerre sont des innovations mineures. Il n'y a pas d'engin majeur, il n'y a pas de nouveaux chars, il n'y a pas de nouvel avion de combat. Ça, c'est trop lent, c'est trop lourd pour la durée de la guerre. En revanche, il y a plein. On peut innover techniquement dans plein de domaines et tactiquement aussi en adaptant des choses et en s'adaptant notamment à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est quand même un puissant facteur et la perspective d'être tué, c'est quand même une puissante incitation à évoluer. Là, on est face à une menace. La menace, elle vient du ciel.
Voilà, on est dans un espace qui est transparent, on est vu du ciel, on peut être frappé du ciel. Bon, à partir de là, il faut trouver des solutions. Donc, soit vous vous enterrez profondément, vous faites l'inverse, vous creusez si vous pouvez être frappé du ciel, et quand vous êtes à l'air libre, vous vous dispersez et vous bougez. C'est comme quand vous êtes sous le feu d'éventuels snipers, vous bougez tout le temps, parce que voilà, ça réduit considérablement l'efficacité de l'adversaire. Donc, ce qu'on appelle l'infanterie légère, très fluide, très mobile, ça a été c'est quelque chose qu'on voit réapparaître systématiquement. C'était le genre de parade, par exemple, que des organisations armées, on parlait du Hezbollah, on parlait du Hamas ou de l'État islamique, qu'est-ce qu'ils font alors que le ciel est... Ils les ont utilisés d'ailleurs, 7 octobre. Ils utilisent ce genre de choses, des quads, des véhicules civils, tout simplement. Ils essaient de se mélanger éventuellement à la population civile, ils creusent, etc. etc. Donc on a sur quelque chose d'assez, en réalité, d'assez typique, et pour moi, plutôt efficace. Alors après, vous n'allez pas directement au contact en moto. Il faut forcément débarquer avant pour ensuite mener un véritable combat d'infanterie. Au passage, je reviens, c'est quand même l'infanterie. Oui, c'est l'infanterie, c'est les troupes au sol. Qui mène le gros du combat, quoi. Et c'est surtout de fantassins dont on a besoin. En réalité, dans cette guerre, ce qui manque d'ailleurs le plus des deux côtés. Il y a un côté presque jeu vidéo. Bon, alors ça tient à la nature des images et de la façon dont elles sont tournées. C'est filmé en GoPro avec des drones qui visiblement suivent en plus ces motos et puis ces opérations, ces assauts. Aurélien Duchesne, vous êtes consultant géopolitique et défense. De votre point de vue, parce que vous suivez également l'actualité de ce front et son avancée, je dirais mètre par mètre, vous aussi, très très régulièrement sur l'antenne de LCI, ça peut procurer un avantage tactique décisif, ça ? Non, sauf à quitter la marche pour aller à la quintessence. C'est-à-dire que si on regarde, ça c'est un peu illustratif, au fond, d'une armée russe qui devient à la fois plus légère et peut-être plus souple dans son emploi des forces. Plus légère d'une part par la force des choses. Quand on regarde par exemple des études comme celle de l'ISS en début d'année, il disait que certes, les Russes arrivent à réutiliser de vieux stocks soviétiques en masse pour pallier les pertes sur le terrain, de matériel beaucoup plus cher, beaucoup plus récent. On voit qu'à horizon 2026-2027, ce genre de matériel commencera à manquer. C'est le cas, par exemple, des véhicules de combat d'infanterie ou de transport de troupes blindées. C'est là où les Russes commenceront à manquer d'ici 2 ou 3 ans de réserve. Donc, ils sont obligés, quelque part, c'est un petit peu une poire pour la soif. D'autre part, quand on dit une armée plus souple, on est certes dans une armée russe qui est moins une armée de manœuvre comme au début de la guerre, que plus une armée qui est enfermée dans des combats de tranchées, qui fait des progrès par incrément avec des pertes énormes. Mais de l'autre côté, on a beaucoup dit sur ce plateau qu'on avait une armée russe qui ne s'adaptait pas. On avait vu l'exemple qu'ils avaient répété au même endroit, c'est-à-dire à Vuhledar, dans le Donbass, d'envoyer des colonnes de blindés qui s'étaient faites avoir par des drones et des frappes ukrainiennes. Il n'empêche que cette armée russe c'est aussi faire preuve d'adaptation sur le terrain et se montrer plus souple, même si elle garde un commandement extrêmement rigide, même si c'est une armée qui n'a pas fait de vraies réformes structurelles depuis 2008, c'est une armée qui sait s'adapter sur le terrain. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous imaginez bien que si on montre ces images sur le plateau, du côté de l'état-major ukrainien, on les a vues également et on les commente. Je vous propose de ce point de vue-là d'écouter le porte-parole de l'armée ukrainienne et il nous dit de quelle manière son armée est en train de s'adapter. La moto est un véhicule léger, maniable et rapide qui permet d'atteindre des points difficiles d'accès et d'y arriver en un rien de temps. Face à cette menace, les premiers moyens de lutte sont les drones, ainsi que les largages, l'artillerie et les mortiers. Tout cela pour but de détruire les motards lorsqu'ils sont détectés par la reconnaissance aérienne, quelque part de l'autre côté du champ de bataille. Et il est très important de les éliminer, de les faire sauter, de les détruire à temps. Parce qu'à l'approche, les conséquences peuvent être désastreuses. Voilà, on l'a compris, les Ukrainiens s'adaptent comme ils le peuvent. Ils ont compris qu'en utilisant des drones, on peut essayer de freiner ces unités motorisées. Mais vous allez voir, contre-adaptation russe, si je puis dire, parce qu'on est toujours dans l'inventivité. Regardez ce qui se passe du côté des Russes. Voilà, on a équipé ces motos d'engins qui ressemblent à des mines, mais qui en réalité sont des fumigènes qui permettent évidemment, en réalité, d'éloigner ces drones. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la créativité permanente
permanente sur ce champ de bataille, Elsa Vidal. Oui, et les Ukrainiens le reconnaissent véritablement. En avril, lors d'un déplacement en Ukraine, j'avais rencontré une ONG justement qui vient en support à l'armée ukrainienne pour d'abord fournir du matériel, mais aussi pour fournir des solutions technologiques. Et en fait, il y en a vraiment énormément dans la société ukrainienne. Elles reconnaissent toutes ces associations, ces plateformes informelles, à quel point les Russes, après une première année désastreuse, ont compris la nécessité de s'adapter et elles-mêmes travaillent en permanence véritablement à proposer des solutions innovantes. Il y a de nombreux acteurs de la société civile qui sont très connus pour ça en Ukraine. Il y a une jeune femme qui avait combattu en 2014 dans le Donbass du côté des Ukrainiens et qui avait fait preuve de tellement d'ingéniosité dans le maniement des drones qu'elle a été ensuite chargée de créer cette nouvelle stratégie de combat avec les drones. Elle est toujours très présente. Mais voilà, il faut comprendre que c'est toute la société ukrainienne qui aide les forces armées à s'adapter. Et du côté russe, effectivement, on est peut-être surpris de leur capacité à s'adapter. Mais comme le disait Michel Goya, étant donné le taux de perte humaine côté russe, il y a quand même certainement un stimuli très important de la part des combattants à faire preuve d'innovation. Donc on est dans cette course permanente parce que les contraintes sur les armées des deux côtés sont très fortes. En fait, l'équation de départ, elle n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de s'adapter parce qu'en fait, ces deux systèmes étendus à leur maximum, aucun des deux n'arrive à l'emporter. Donc chacun cherche à créer la faille. Et on va voir ça assez longtemps tant qu'on n'aura pas un élément déterminant d'un côté ou de l'autre. Cyril Gélibter, on parlait hier de cette extrême créativité du côté drone, d'un côté comme de l'autre. Vous êtes un peu impressionné par ces images et ces adaptations un peu rudimentaires. Je dirais qu'en fait, encore une fois, du fumigène pour éloigner des drones, enfin, on a l'impression de faire 30 ou 40 ans en arrière. Ils avaient même trouvé, c'était durant la guerre froide, la manière, comment bloquer les chars occidentaux, je crois, en mettant dedans, je ne sais plus quel produit chimique. En fait, il y a toute une culture en Russie, héritée de l'Union soviétique, du système D, mais il y a vraiment des bouquins entiers de comment détourner. C'est du hacking, en fait. Oui, mais ils ont toujours fait ça. Ah oui, c'était pour bloquer les chars occidentaux. Ils avaient découvert ça durant la guerre froide. Vous mettiez de la mousse de polyuréthane à polymérisation rapide dans le pot d'échappement du char et boum, ça le bloquait. C'était aussi bête que ça. Pareil pour... enfin, là, par exemple, nous allons, je pense, parler des buggy qu'ils utilisent. Oui, pourquoi pas, puisque si on est à moto, on peut être à buggy, quoi. Oui, mais justement, les buggy, c'est utilisé, par exemple, par les forces spéciales. Je regarde, vous avez des articles sur zone militaire sur le sujet. L'année dernière, déjà, ils en parlaient. Je me souviens très bien que sur le plateau de LCI, on m'avait justement posé la question, puisqu'ils avaient acheté des petits buggy chinois. Vous mettez quelques personnes, un peu de matériel, et hop, c'est très mobile. Et ça, c'est une reprise des méthodes des forces spéciales, justement. Et ça fait un contraste quand même incroyable entre les menaces nucléaires qu'on a vues juste avant de Vladimir Poutine, de l'ordre de « retenez-moi ou je fais un malheur », et là, on voit des motos. Donc en fait, peut-être que finalement, les plus grandes capacités de l'armée russe ne sont pas là où on le croit. Il y a quand même un réservoir d'adaptabilité, et il y a aussi la volonté de survivre, et puis il y a cet héritage quand même bien connu de savoir-faire avec des matériaux d'origine très limités, en capacité et en nombre, pour pouvoir en tirer le maximum. Bon, menace nucléaire, hein, vous y faisiez référence à nouveau, et l'extrême plasticité finalement de cette guerre, puisqu'on voit des motos équipées de fumigènes et des unités qui ressemblent presque à des unités de cavalerie, mais modernes. Donc il y a beaucoup de choses dans tout ça, mais il y a surtout, Ulrich Bounin, la masse humaine qui fera la différence tôt ou tard sur le terrain. C'est sur ça que comptent les Russes, non ? Oui, mais après, effectivement, ils comptent là-dessus. Après, ils n'en ont pas non plus une quantité illimitée, hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre. La raison pour laquelle, effectivement, ils utilisent des buggy, des motos, etc., c'est parce que, alors effectivement, ils s'appuient sur la masse, et aussi bien que ce soit la masse des bombes que la masse humaine pour avancer, mais que malgré tout, en fait, cette masse, elle reste limitée. On voit bien l'augmentation progressive, en fait, des primes qui sont versées à l'intégration des nouveaux soldats en Russie. On arrive à des sommes un peu folles. Je crois qu'à l'oblast de Moscou, si on fait le cumul sur un an, je crois qu'on arrive à $60 000 par an pour un soldat. C'est l'équivalent du salaire médian aux États-Unis. Enfin, ça n'a aucun sens, économiquement parlant. Donc ça montre en creux, si vous voulez, un petit peu les difficultés de la Russie à recruter suffisamment de monde pour avoir un effet décisif de la masse, on va dire vraiment d'un niveau stratégique. En revanche, effectivement,
ils arrivent par cette masse de bombardement et par cette masse humaine à progresser petit à petit, parce que les Ukrainiens ont des contraintes encore plus importantes en fait sur leur masse, sur leurs effectifs. L'effet de la nouvelle loi de mobilisation n'est pas encore, on va dire, se fait pas sentir encore sur le terrain. Et donc effectivement, les Ukrainiens jouent un petit peu à essayer d'éteindre l'incendie, jouer les pompiers un peu à droite à gauche. Mais effectivement, en déplaçant des troupes de droite à gauche, du coup, vous ouvrez des brèches dans lesquelles effectivement s'engouffrent les Russes, notamment sur des petites motos pour essayer d'éviter les drones. Et on a vu, justement, vous parlez des drones, mais on a vu que également là, les Russes les emploient là aussi en quantité presque industrielle avec des drones, mais qui survolent toute cette ligne de front, à peu près 1200 km en permanence, qui font du search and destroy, mais de tout, du poste de commandement, des canons César que ça handicape, et même véritablement de F-16 dont on parlera dans un instant, qui pourraient être parqués dans des zones. Voilà, il y a un emploi multi-tactique de tout ce qui est à disposition pour faire reculer les Ukrainiens. Là. Mais bien sûr, alors, une des nouveautés c'est pas complètement nouveau, on a vu ça dans des conflits un peu précédents, mais c'est l'absence d'humains dans le ciel. Vous n'avez plus de pilotes, vous n'avez plus, ou très peu, ils sont vraiment sur la ligne de front, ils sont utilisés avec une très grande prudence, mais vous n'avez plus d'êtres humains dans le ciel. Vous avez des objets, vous avez des robots, vous avez des drones, vous avez des obus, vous avez des missiles, vous avez tout ce que vous voulez, mais c'est une guerre de machines maintenant qui est dans le ciel à très grande échelle. Les drones maintenant, ça remplace, vous utilisez des drones pour faire presque toutes les missions de l'aviation. Vous faites du renseignement, vous faites de la frappe, vous pouvez même commencer à faire de la chasse anti-drone avec des drones, etc. Il n'y a que le transport que pour l'instant on n'arrive pas à faire parce que la charge utile est quand même... Faites référence quoi, aux lignes de ravitaillement et de transport de troupes ? Non, mais oui, je veux dire, on fait, encore une fois, avec des drones, tout ce que l'on peut faire avec des avions, à plus petit, avec moins de capacité, sauf pour l'instant le transport, parce que on ne peut pas transporter beaucoup de matériel. Matériel et d'hommes. Pour les drones aériens, pour les drones navals, c'est différent, puisque là, effectivement, l'importance de l'eau fait que vous pouvez avoir des drones beaucoup plus gros et qui portent beaucoup plus. Mais c'est le règne des machines maintenant, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui induisent notamment une transparence complète du champ de bataille, et ça c'est c'est vraie nouveauté, c'est pas complètement, mais c'est un point qui est... vous avez des snipers dans le ciel, voilà, tout le temps. Et ça, c'est évidemment extrêmement gênant. Ce qui est très intéressant, et c'est d'ailleurs en plus donc des snipers dans le ciel, pour reprendre votre expression, et qui en plus parfois balancent des fumigènes et des gaz toxiques dans les tranchées, parce que c'est aussi un combat de tranchées, et qu'il faut les occuper, et qui handicapent également, Aurélien Duchesne, les pièces d'artillerie. Enfin, je faisais référence au canon César que la France a donné à l'Ukraine, mais visiblement, leur mobilité étant celle qu'elle est, ça handicape aussi ce type de pièces. Oui, certes. Alors, les seuls canons César qui auraient été endommagés l'ont apparemment été par des drones. L'un des intérêts qui différencie le César, d'ailleurs, de la plupart des pièces d'artillerie sur le front, à commencer par les pièces russes, c'est que le César fait du shoot and shoot, c'est-à-dire qu'il va tirer, par exemple, de nuit, et il peut repartir très rapidement après avoir tiré. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour des grosses concentrations de pièces d'artillerie issues du parc soviétique, qui sont, par exemple, pas autotractées ou autres. Et enfin, quand vous regardez aussi, quelque chose que les Russes ont amélioré de leur côté grâce aux drones, c'est tout ce qui est reconnaissance frappe. C'est-à-dire qu'une de leurs faiblesses dans les drones, il y en avait deux. D'une part, il manquait par rapport aux Ukrainiens au début du conflit de drones low cost, mais il manquait aussi d'usage des drones, par exemple, pour justement cibler des frappes, ensuite frapper avec de l'artillerie. C'est une des choses qu'ils ont le plus améliorées à partir de 2023, et on l'a notamment constaté dans la contre-offensive ratée des Ukrainiens à l'été 2023. Qu'est-ce que ça vous inspire, Serge Lébiteur? Je voyais me faire signe. Sur les drones, les Russes ont commencé à s'y mettre en réalité dès les années 1970. Vous avez des projets, c'était le Oriole puis le M62, parce que vous aviez un projet américain, le Compasscope B, également appelé YQM 94B. Bon, ils s'y sont vraiment mis... Très technique, mais c'est précis en tout cas. Oui, mais ils y sont vraiment mis, parce que les projets à chaque fois finissaient dans les cartons. Ils sont mis à partir de 2008, et là vous avez vu apparaître une pléthore d'entreprises spécialisées dans les questions de drones. IJBS qui travaille avec un centre de recherche scientifique du GRU, Enix, Ptero, Kronstadt, Zala, pour n'en citer que quelques-uns. Et en fait, vous avez aussi eu, à partir de ce moment-là, une grande variété de drones qui sont apparus. Ils ont repris le MK Searcher 2 israélien qu'ils ont adapté, c'est devenu le Forpost. Vous avez les drones Tarkion pour le renseignement, Lancet 3, ça c'est drone kamikaze qu'ils ont testé en Syrie vers 2020-2021. Ils avaient des projets en pagaille, support, Orion E,
S70, Zala 421, 24, etc. VRT 300 aussi de Rostec. Donc ils ont déployé toute la gamme. Mais vu qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une telle résistance en Ukraine, donc évidemment ils se sont retrouvés débordés. Donc, ils ont dû évidemment faire plus de low cost. Je verrais plus sur plutôt Ptero, qui faisait justement les drones un peu low cost. Ils ont dû mettre les moyens. Mais déjà, soit dit en passant, je constatais déjà une attrition en Syrie des drones, parce qu'ils étaient obligés de faire beaucoup de réparations, par exemple pour leurs drones de type Tachyon et Forpost, qu'ils utilisaient en Syrie, et ça leur coûtait cher.